Vous pourriez couper la dernière question? Retour au golf en fin de journée. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée? 15 en dessous du par pour tout le monde. Sauf pour nous. Dites-moi, qui c'est le meilleur au golf? Pardon? Qui est le meilleur? Ah, le meilleur. Je crois que c'est le type derrière avec les lunettes de soleil. Et pour les hedge funds, c'est qui le meilleur? Pourquoi? Les hedge funds. Ah, les hedge funds. Ah, je ne peux pas le dire car j'aurais des ennuis avec tout le monde. Ce serait mauvais pour moi de donner un nom. Je ne peux pas, j'aurais des ennuis. Il fait un peu frais ici, non? Malgré une discrétion insistante et bien paradoxale ici sur les questions d'argent, c'est au golf que nous obtenons d'un représentant de la Banque centrale du Canada une première confidence. Je pense là où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Je ne pense pas forcément dans les hedge funds, mais je crois qu'il faut dire que les gens, et vous les voyez, ils sont des excellents vendeurs. Il y en a certains qui sont des excellents vendeurs. Et puis là, l'argent, il génère. Vous allez à Genève, vous tournez en reportage. Moi j'ai travaillé plusieurs années là-bas. Il y en a partout. Il y a de l'argent. Je veux dire, il y en a comme Et pour parler argent le lendemain matin, on a troqué la canne de golf contre le téléphone. C'est dans le hall que nous faisons notre première rencontre de la journée avec un certain Lancelot. Pourquoi est-ce que vous êtes là, monsieur? Pour investir, pour trouver des bons managers, pour investir dans les hedge funds. Vous investissez pour qui? Pour ma famille, en priori, et pour des amis. Quelle somme est-ce que vous investissez? Ça dépend des managers. Mais ça peut aller de 2 millions à 10 millions de dollars. Qu'est-ce que vous attendez des hedge funds? Bon, il y en a des très bonnes stratégies, on peut faire beaucoup d'argent, ils sont très lucratifs si on fait son devoir bien. Quelle rentabilité vous attendez? Ça dépend des années, mais en général, je m'attends entre 12-15% jusqu'à 30-40%. Dans l'année? Dans l'année. Sur 10 millions de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, oui. On doit payer les impôts aussi. Lancelot est en bonne compagnie dans sa croisade pour l'argent. Banquiers ou autres investisseurs institutionnels sont venus ici faire leur marché. Qu'est-ce que vous faites avec les hedge funds? Ben, je les prête d'argent. Plus de 100 millions de dollars, à peu près 500 millions de francs. Vous passez beaucoup de marchés ici dans ce sommet? Oui, énormément de clients qui sont venus ici pour faire du business. Dites-moi, c'est quoi votre intérêt à vous? Ben, c'est tout simplement de trouver des nouveaux clients. Et qu'est-ce qui vous rapporte? Ben, on est le plus grand, on fait le plus de profit dans notre banque, dans mon département. C'est de prêter l'argent. C'est les hedge funds spéculatifs qui vous intéressent? Oh, ça m'est égal. C'est spéculatif, non spéculatif, ils en prennent tous de l'argent. Dans les couloirs, le business va bon train. Il a fait 8 millions de dollars de business en une année. Ce gars-là, il fait plus de business que tout ce que tu peux imaginer. Enfin, il y a les gestionnaires de hedge funds qui raflent la mise. L'argent dans les hedge funds vient d'où? Des USA, de l'Europe, du Japon? L'argent vient de partout dans le monde, surtout d'investisseurs américains, mais aussi de paradis fiscaux. Et dans vos hedge funds, il y a combien d'argent? Je dirais que nous apportons nos services à 35 hedge funds, qui représentent en gros 5 milliards de dollars. En fin de matinée, nous retrouvons Lancelot à l'extérieur de l'hôtel. Sur sa pochette, nous découvrons son identité exacte. Il se nomme Lancelot Frick. Lancelot, alors Bonjour. vous les avez placés, vos 10 millions de dollars? Moi, je pense que j'ai trouvé un fonds où je vais investir dans la biotechnologie. C'est facile de trouver comme ça? Non, il y a beaucoup de travail. On doit savoir, on doit connaître le manager, on doit connaître son style, la stratégie, ses bureaux. Il y a beaucoup de voleurs, c'est clair, il y a des gens comme partout qui ne sont pas très sérieux. On doit faire beaucoup de devoirs. Il y a beaucoup de monde dans ce milieu? Non, en effet, l'industrie est très petite. Elle n'est pas énorme. L'industrie des hedge funds? L'industrie des hedge funds, oui. Cette petite industrie, nous aurions aimé pouvoir la pénétrer totalement. Mais l'ordre tombe, il faut cesser de filmer. C'est Elliot qui nous en donne la raison.
Il y a des gens qui ne veulent pas être vus à cette conférence. Ils sont venus ici, mais ils ne veulent pas être vus. Ils n'ont même pas leur nom sur la liste. Ils veulent rester anonymes. Si certains ne veulent pas être vus ici, c'est parce que le monde des hedge funds est marqué par l'histoire LTCM. Hedge fund hautement spéculatif, LTCM, dirigé par John Meriwether, surnommé le petit génie de la finance, a perdu en quelques jours durant la crise de 98 des milliards de dollars avant d'être renfloué par les banques sur injonction de la Banque centrale américaine. Georgie Dozone, du temps où il travaillait à New York, a bien connu John Meriwether. Monsieur Dozone, est-ce que vous considérez que Monsieur Meriwether était un incompétent? Non, c'est pas un incompétent, c'est quelqu'un qui avait un ego énorme et qui a décidé de gérer son hedge fund, qu'il appelait LTCM, et d'avoir une taille tellement conséquente que de toute façon, si un jour les choses devaient tourner mal, eh bien, ce serait pour toute la planète et pas non seulement pour lui. Il s'était très bien entouré? Il était très bien entouré, effectivement. Il avait deux prix Nobel avec lui, il avait pas mal d'appui, il a surtout réussi à séduire toute la communauté financière. Et voilà. Prix Nobel d'économie en 1997, Robert Merton était le bras droit de John Meriwether. Son prix Nobel d'économie, Robert Merton, qui réside aujourd'hui à Boston, l'a obtenu pour des travaux sur les marchés financiers. Recruté à LTCM, le résultat de ses recherches était devenu dans la tête de John Meriwether une véritable martingale permettant de spéculer sans risque et d'accumuler entre 30 à 40% de gains à tous les coups. C'est dans le hall de son immeuble que Robert Merton nous a fixé rendez-vous. Pour nous, Monsieur Merton, ce serait vraiment très intéressant d'avoir sur LTCM votre point de vue, le point de vue d'un prix Nobel d'économie. Je comprends, mais je ne peux rien dire, même sur le prix Nobel. Allez voir la compagnie. Mais même sur LTCM, vous voulez rien dire? Non, je ne peux pas en parler. D'accord, merci. Robert Merton nous renvoie sur LTCM. Ce hedge fund, qui existe toujours grâce au sauvetage ordonné par la Banque centrale américaine, est basé dans le Connecticut, un État où les taxes sont minimes pour les sociétés qui y sont implantées. Non, personne ne rentre à l'intérieur. Dégagez sur la route. Nous ne pourrons rencontrer ni Monsieur Meriwether ni personne à LTCM. Ici, aujourd'hui, on se fait discret. Nous aurions aimé parler avec John Meriwether de l'engagement des banques, dont des banques françaises, dans ses activités spéculatives. Nous aurions aussi aimé le questionner sur son passé. En 1991, une enquête pour escroquerie est ordonnée par la Banque centrale américaine sur une société financière dans laquelle travaille alors John Meriwether. Ses collaborateurs sont renvoyés, lui démissionne. À l'époque, en 91, un certain David Mullins est le numéro 2 de la Banque centrale américaine. Claude Serfati a étudié la trajectoire de David Mullins. Quelques années après, M. David Mullins rejoignait LTCM. C'est ce que certains ont appelé le crony capitalism, le capitalisme des copains. En d'autres temps et autres lieux, on aurait dit le capitalisme des copains et des coquins. C'est peut-être et sans doute aussi pour ça que la Banque centrale américaine a renfloué, après quelques jours d'hésitation, le LTCM, un fonds mutuel qui n'est pas régulé, c'est-à-dire qui n'était soumis à aucun contrôle des autorités. Aujourd'hui, à Wall Street, la bourse de New York, John Meriwether est persona non grata. La bonne parole, capable de faire de l'argent avec de l'argent, c'est un nouveau génie de la spéculation qui la propage. Pas assuré, parole posée, homme cependant discret, Steve Hanke est ce soir-là invité par des avocats d'affaires new-yorkais et des investisseurs pour tenir conférence sur la monnaie. Je suis totalement apolitique, tient à nous dire en préambule Steve Hanke, qui nous reçoit dans son bureau à Baltimore en compagnie de sa femme, une Française. Si vous prenez James, est-ce que vous pouvez le prendre plutôt? Va voir grand-papa. Regarde. Et après avoir posé avec James, son petit-fils, Steve Hanke nous présente quelques-uns des personnages célèbres auxquels il lui est arrivé de prodiguer ses conseils. Nous avons bien sûr le président Suharto,
Bien sûr, vous connaissez M. Mobutu, le président d'Argentine et sa femme, Madame Anke et moi-même, et le ministre Cavallo. Nous avons mon ami intime et mon collaborateur, Swalham Warder, qui a été le gourou économique de Margaret Thatcher. Et puis bien sûr, le président Pinochet, le général Pinochet. Je pense que j'ai été peut-être le seul Américain à avoir des entretiens privés avec Pinochet. Et naturellement, le président Reagan, avec qui j'ai travaillé en 1981. Professeur d'économie à l'université Johns Hopkins de Baltimore, conseiller économique de personnages célèbres, ce grand-père attentionné porte aussi une troisième casquette. Il dirige un des plus importants hedge funds du moment, basé au Canada. Je suis seulement le stratège. Mon titre officiel au conseil d'administration est vice-président, mais je m'occupe de la stratégie à long terme, pas des opérations au jour le jour. Quels sont les résultats de votre hedge fund? Nos résultats sont très bons. Je pourrais vous parler de l'année passée. Mais tenez, cette année, de janvier 99 au 5 ou 6 février, nous avons progressé d'environ 60%. Dans le fonds des devises, on a un fonds en Argentine que je préside. En 1995, on a fait un bénéfice de 79%. Et c'était le meilleur score au monde pour ce type de fonds. Face à ce déferlement d'argent pompé de l'économie réelle, parasitaire et improductif, tout le monde s'accorde à condamner périodiquement la spéculation, mais en parole seulement, car la spéculation continue, et avec elle, les risques encourus par l'économie. La spéculation est aujourd'hui dangereuse et excessive. En libéralisant la finance, les gouvernements ont ouvert une sorte de boîte de Pandore d'où s'est échappée la spéculation et qu'ils ont le plus grand mal à maîtriser. Est-ce qu'il existerait aujourd'hui des mesures pour essayer d'endiguer la spéculation? La taxe Tobin a été proposée et c'est une mesure ingénieuse. Pourquoi? Parce qu'en instaurant un impôt faible, 0,5% maximum, sur les opérations d'échange des devises les unes contre les autres, on aboutirait à décourager la spéculation, car les spéculateurs sont des gens qui font des allers-et-viens permanents entre les monnaies, et donc cette taxe aurait rapidement un effet dissuasif sur eux. Des va-et-vient permanents entre les monnaies, cela n'est pas une nouveauté. Dans les années 80, un Français était admiré, adulé par le monde de la finance pour son talent et son ingéniosité. Jean-François Hénin était alors à la tête de la banque Altus, une filiale du Crédit Lyonnais, après avoir fait ses preuves à la direction du secteur financier du groupe Thomson. Aujourd'hui, Jean-François Hénin dirige la société EEM à Paris. Comment allez-vous? Soyez bienvenue chez EEM. Jean-François Hénin, qui dans les années 80-90 était surnommé le Mozart de la finance. Mozart, c'est un nom très difficile à porter. C'est un piège, un peu un cadeau empoisonné, qui m'avait été donné à la suite de gains très importants faits sur les marchés. Vous avez été ce qu'on appelle un spéculateur. Oui, au sens noble du terme, c'est-à-dire celui qui sait prévoir. Nous avions prévu la baisse du dollar, la baisse des taux d'intérêt, l'émergence des nouveaux marchés dits de produits dérivés, l'importance des junk bonds. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Oui, de 15 à 18 milliards, mais il y a aussi des choses qui ont plus mal tourné, et nous avons laissé une dizaine de milliards derrière nous. Lorsqu'on gagne 10 milliards, est-ce qu'on évolue dans un monde bien attentionné? Je ne crois pas que ce soit tout à fait le mot. On fait beaucoup de jaloux, spécialement de ce qu'on appelle l'establishment. C'est-à-dire? En France, vu l'interpénétration de la haute administration et des gens qui comptent dans l'entreprise, ça fait beaucoup de monde. Vous avez quitté les marchés? Oui, parce que les marchés ont changé. Ils sont devenus imprévisibles, plus violents, et ils sont devenus totalement dominés par l'information qui est elle-même totalement entre les mains des anglo-saxons. Entre, mon cher Anba. Tu vas bien? Jean-François Hénin travaille aujourd'hui avec le Vietnam. Ton direct, parole franche, il tire les conclusions de la dernière crise asiatique qu'il a suivie de près. Il était indifférent ou peu sensible que la Thaïlande ou la Corée du Sud ou l'Indonésie s'écroulent. Ce qui était grave, c'est que les banques occidentales avaient prêté à ces pays directement ou indirectement des sommes telles que si elles avaient dû les passer en perte, elles perdaient leur capital. Le FMI est intervenu en pompier. On a un schéma classique dans lequel on privatise les bénéfices et on socialise les pertes. Et l'intérêt des peuples dans tout ça? Eh bien, les peuples vont avoir à payer leur redressement.